Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission proposée par Gestion de Fortune, Investissement Conseil, Profession CGP et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on va parler de l'engouement de la dette privée, autrefois réservée aux institutionnels. Elle est accessible désormais aux particuliers. On va voir comment. Et puis on s'intéresse au SCPI, une SCPI pensée pour les plus jeunes. Voilà ce qu'on va découvrir dans un instant. Et puis on s'intéressera également à l'investissement dans l'immobilier durable. La matinale, c'est parti. Et on va parler tout de suite gestion obligataire et dette privée avec un spécialiste, c'est Musinic & Co. On est ravi d'accueillir Vincent Vallès. Bonjour Vincent. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur de la distribution France, Belgique, Luxembourg et Monaco donc pour Musinic. Et avec vous, on va décrypter un peu ce qui s'est passé sur les marchés, l'effet sur les taux et puis bien sûr l'engouement pour la dette privée. On démarre par une présentation justement de Musinic & Co. Bonjour Fabrice, merci beaucoup. Musinic & Co, on est une société de gestion américaine, indépendante, qui est toujours dirigée par ses fondateurs et qui est un spécialiste des marchés du crédit corporate, donc du crédit aux entreprises, de la dette d'entreprise. On existe depuis 1988 avec deux grands métiers. Un premier métier qui sont les actifs cotés, qui représentent à peu près 30 milliards d'encours gérés, oui. 30 milliards d'euros d'encours gérés. Et on a un deuxième métier qui est la dette privée. Ça représente à peu près 5 milliards d'encours gérés. C'est un petit peu plus récent. On a démarré cette activité il y a 11 ans maintenant. Et les ordres de grandeur de nos moyens sont qu'on est à peu près 250 personnes aujourd'hui chez Musinic & Co, dont la moitié qui sont des spécialistes dédiés à l'investissement. Alors justement, on a besoin de vos lumières. On a vu récemment avec l'élection de Donald Trump, de la volatilité qui est revenue sur les taux, notamment aux États-Unis. Est-ce qu'il pourrait y avoir un effet de contagion sur les taux européens où on est quand même lancé, on a l'impression, sur un mouvement où ça baissait tranquillement. Ça pourrait être remis en question, Vincent Vallès ? C'est possible que ce soit remis en question. Comme vous l'évoquiez, il y a un agenda politique en 2024 qui a été extrêmement chargé, avec des élections surprises, notamment en France, avec des surprises aux élections. On l'a vu, non pas la victoire du parti républicain aux élections américaines soit une surprise en tant que telle, mais c'est plutôt l'ampleur de la victoire, ouais. avec sans conteste, ouais. Au UK, en Allemagne aussi des élections à venir, dans les pays émergents. Et l'ensemble de ces élections font qu'on a une incertitude quand même politique. Et d'ailleurs, ça se ressent beaucoup dans les courbes de taux d'intérêt et les spreads de crédit. Depuis quelques semaines, les taux d'intérêt, notamment aux États-Unis, ont remonté. Sur les spreads de crédit, les résultats sont mitigés. Et on voit bien que face à certaines données macroéconomiques très positives, qu'on a eues notamment au mois d'octobre, on a des réponses qui sont moins positives, notamment dans les résultats des entreprises. On a certains secteurs cycliques qui souffrent. On pourrait l'évoquer notamment avec l'automobile ou avec le luxe. Donc, l'ensemble de ces tectoniques géopolitiques, l'ensemble de ces incertitudes font qu'on est plutôt dans un contexte où c'est la qualité de crédit qui va primer. Ça revient aussi à ce qu'on fait nous en tant que gérants d'actifs, fondamentale, c'est-à-dire qu'on est vraiment concentré sur la qualité des entreprises, la connaissance de leur secteur, la compréhension des managements et au final la capacité d'une entreprise à payer ses coupons et rembourser sa dette. Et oui, c'est le plus important, évidemment, en gestion obligataire, être remboursé au nominal. Et bien sûr, si on a des coupons entre-temps, c'est parfait. Alors, on se penche maintenant sur la dette privée, où on constate depuis un certain temps un fort engouement. Est-ce que vous, dans votre clientèle, vous nous avez parlé de vos chiffres impressionnants, vous le constatez également ? Oui, il y a un engouement qui est très fort. Alors, il n'est pas complètement nouveau parce que c'est un engouement qui existe quand même depuis quelques années maintenant dans l'univers des investisseurs institutionnels. Il se transmet progressivement aux investisseurs privés. Mais ce qui est en fait très sain, c'est la dynamique sous-jacente. On voit que le marché de la dette privée a beaucoup grandi, mais à la fois du côté de l'offre et du côté de la demande. Pour parler de l'offre, c'est important de noter que notamment aux États-Unis, il y a plus que 25% des entreprises qui se financent par les banques. Tout le reste, c'est fait par les marchés, dette cotée ou dette non cotée. En Europe, c'est un petit peu différent. Jusque la crise de la zone euro, les banques étaient très puissantes et finançaient beaucoup. Mais depuis lors, les choses ont évolué et on voit que dans les pays du nord de l'Europe, entre 30 et 35% du financement est fait par les banques, mais le reste, à l'extérieur des banques, en France, en Italie, en Espagne, c'est encore 40 à 60% qui est fait par les banques. Mais cette tendance vraiment s'accélère d'avoir une désintermédiation bancaire. Donc ça, c'est l'offre qui est extrêmement abondante. Et en parallèle, on a une demande, je l'évoquais, les investisseurs institutionnels,
mais c'est aussi le cas des investisseurs privés pour ce type d'actifs. Donc ça fait quelque chose qui est très sain, qui grandit et dans lequel nous, on intervient depuis plus de 10 ans. Et voilà, la dette sur le non-coté, c'est vrai, inaccessible, hein, il y a encore quelques années, à part vraiment gestion de fortune, aujourd'hui qui se démocratise donc, et on voit qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui y vont. Elle se démocratise complètement. Il y a notamment la réglementation LTIF qui y aide. C'est une réglementation qui date de 2015, mais qui a considérablement évolué, dont la deuxième version vraiment est en train d'être mise en application. Ce qu'on fait nous sur ce marché de la dette cotée, c'est qu'on est vraiment dette non cotée, pardon, on est vraiment concentré sur les entreprises qui ont des EBITDA, des excédents bruts d'exploitation de 5 à 25 millions d'euros. Donc c'est vraiment le cœur des PME ETI en Europe et aux US. Ces entreprises-là, elles représentent plus de 50% du PIB. Donc il y en a des milliers et elles se financent de plus en plus par la dette privée. Et la réglementation LTIF va permettre aux investisseurs privés de financer en direct ces entreprises. Et ça, c'est extrêmement vertueux. Nous, on a deux logiques pour cette fin d'année et l'année prochaine. C'est le lancement d'une stratégie qui va être Europe-US, focalisée sur la dette privée, et une deuxième stratégie qui arrivera en 2025, qui sera focalisée sur l'Europe et qui sera parfaitement en ligne avec la réglementation LTIF. Ah bah voilà, on en sait un petit peu plus en tout cas sur cette dette privée qui se développe et puis les ambitions également de Music & Co sur cette partie. Merci Vincent Vallet, je rappelle Merci que à vous. Directeur commercial, directeur de la distribution France, Belgique, Luxembourg et Monaco de Music & Co, et à très bientôt dans la matinale. Et dans la matinale, on va se pencher sur cette question: comment épargnent les jeunes, ou comment voudraient-ils épargner? On est en compagnie pour en discuter de Jean-François Chory. Bonjour Jean-François. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Advenis Reim, et avec vous, on se penche justement sur cette épargne des 25-40 ans, ou en tout cas vous avez mené une étude, et surprise, cette épargne, elle n'a jamais été aussi importante, environ 12% d'épargne de précaution. Alors que souhaite cette nouvelle génération d'investisseurs? Alors effectivement, dans le cadre d'une refonte et d'une réflexion groupe, le groupe Advenis a mené une étude et on s'est aperçu que l'épargne des jeunes, et notamment des moins de 35 ans, n'a jamais été aussi importante. Donc c'est une épargne multiple, c'est une épargne de précaution pour la plupart, oui. Peut-être pour répondre à des problématiques futures comme la retraite par exemple, et c'est une épargne qui est dirigée vers deux typologies d'actifs, des actifs long terme et des actifs plus risqués en règle générale. Donc quand on s'inscrit dans des actifs long terme, c'est plutôt des actifs effectivement à support immobilier. Les SCPI notamment et les SCPI sans droit d'entrée, on voit qu'elles répondent à ces attentes-là. Et sur d'autres typologies d'actifs, on est sur des assurances vie ou alors directement de la crypto. Donc on voit bien que là aussi, il y a des attentes un petit peu plus spéculatives du private equity sur effectivement ces typologies de jeunes épargnants qui aujourd'hui ont cette mécanique et ont cette envie d'épargner. Et donc ça, c'est vraiment très nouveau. Pas de frais d'entrée pour les SCPI, c'est ce qu'ils souhaitent, et puis aussi des ETF par rapport aux actions avec des contrats assez peu chargés. Votre ambition, justement, chez Advenis, c'est d'aller chercher cette nouvelle clientèle. Comment vous allez procéder, avec quel type d'investissement? Alors, en ce qui nous concerne, on a réfléchi à comment répondre à cette demande. On a déjà, nous, aujourd'hui, des SCPI, bien entendu, qui répondent à une partie de cette population. Mais on voit bien que c'est pas forcément les typologies de SCPI classiques, notamment avec des droits d'entrée et avec une récurrence de revenus. C'est plutôt des SCPI, donc sans droit d'entrée. Donc, nous réfléchissons sérieusement à lancer une nouvelle SCPI qui répondra à ces caractéristiques, notamment avec des parts qui seront très faibles, pour aller chercher des versements programmés, parce qu'on parle bien d'épargne. C'est une épargne immobilière en ce qui nous concerne. Et donc, c'est pas forcément des gros investissements, mais c'est une multitude de petits investissements de parts. Faut leur donner aussi la possibilité de pouvoir diversifier, même si le moyen et le montant d'épargne est pas très important. Et donc, c'est pour ça qu'on réfléchit à créer des parts très faibles pour permettre ces versements programmés, pour permettre le réinvestissement de dividendes aussi, puisque qui dit épargne de précaution et dit épargne long terme, et dit aussi possibilité de réinvestir. Donc ça aussi, ça fait partie des options que l'on regarde très précisément. Ouais, enclencher en tout cas cette mécanique d'épargne. Alors par exemple, donc création prochaine d'une SCPI, vous l'avez dit, en vous appuyant bien sûr sur votre compétence principale, ou est-ce que
vous allez chercher les actifs sur quelle zone géographique et quel type d'actifs? Alors, nous sommes déjà présents en Europe avec Eurovalis et Lialis qui investissent en Allemagne et en Europe du Sud. On a déjà aussi une société civile qui peut investir partout en Europe et dans les pays de l'OCDE. Donc, l'idée, c'est de pouvoir effectivement travailler sur la totalité de la zone euro et de l'OCDE. Oui. Et donc, avec une priorisation à court terme sur les pays d'Europe du Nord. Pourquoi? Parce que avec la crise immobilière, on a bien vu que ces pays-là, que ce soit UK, Allemagne, Nordics, Netherlands, ont corrigé leurs prix. À la mode anglaise ou anglo-saxonne, c'est-à-dire un time to market. Donc, on constate que le marché baisse, on applique tout de suite une baisse et on redémarre. On n'a pas forcément ces habitudes-là en France. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir rentrer maintenant sur ces marchés, puisqu'on constate que les rendements sont plutôt attractifs aujourd'hui. Oui, alors justement, et quel type d'actifs? Parce que c'est vrai qu'il y a eu des corrections très vives sur le bureau. Il y a d'autres types d'actifs qui ont été pénalisés? Alors oui, il y a à peu près toutes les classes d'actifs en fait. Quand on regarde bien avec la remontée des taux, toutes les classes d'actifs ont souffert. Donc ça peut être du light industrial, c'est-à-dire du sell and lease back. Enfin, j'utilise des jargons, mais c'est-à-dire qu'on achète les murs d'une entreprise qui va continuer à être votre locataire pendant 20 ans par exemple, pour pouvoir financer de la croissance, pour pouvoir financer des croissances internes ou externes. Et donc ça fait partie des cibles d'actifs qu'on regarde. On va regarder aussi toute la partie hôtellerie, puisque c'est un marché qui a bien rebondi après le Covid. Et puis le bureau va aussi nous intéresser, puisque justement, comme personne s'intéresse trop au bureau en ce moment, eh bien, si vous êtes très sélectif, vous pouvez acheter des bureaux aujourd'hui bien placés, puisque ça fait partie de la condition, et donc avec des rendements assez attractifs. Oui, des opportunités, des emplettes à faire. Alors justement, on a bien entendu ce que vous nous avez dit, Jean-François Chory, mais Angleterre, les Nordiques, les Pays-Bas, l'Irlande, la zone de chalandise est plutôt très large. Comment vous arrivez à scanner les meilleures opportunités? Alors, on va s'appuyer sur nos équipes, comme on le fait en Allemagne et en Espagne. On va ouvrir, et on a ouvert déjà depuis quelques mois, un bureau à Londres qui va rayonner sur toute la partie Nord-Europe et aussi pouvoir peut-être aussi s'appuyer sur nos équipes allemandes. Et donc là-dessus, on va travailler surtout sur des marchés profonds, comme on le disait tout à l'heure, sur Netherlands, sur UK, sur les Nordics. Des marchés qui ont une certaine volumétrie, donc un volume de transactions important pour permettre une liquidité, pour permettre d'être suffisamment sélectif dans ces marchés. Et donc oui, on va s'appuyer sur nos équipes locales, avec des partenaires locaux aussi, et avec une présence très régulière de nos équipes de gestion sur le terrain pour aller voir et acheter et suivre les actifs dans la durée, puisque les SCPI, c'est des SCPI qui, en règle générale, ont 20 ans de moyenne d'âge pour la détention des associés. C'est des durées recommandées de 9 ans. Donc, quand on achète un actif, effectivement, il faut déjà se projeter sur les 10 prochaines années. Bien sûr, donc nouvelle SCPI à suivre donc chez Advenis, on l'a compris, pour les 25-40 ans, mais pas uniquement. Donc sans frais d'entrée, avec une valeur de part faible pour pouvoir épargner chaque mois. Et puis évidemment avec... on l'a compris, des opportunités, sans doute des rendements à l'avenant. Merci Jean-François Chory, je rappelle que vous êtes le directeur général d'Advenis REM et à très bientôt dans la matinale. Et tout de suite dans la matinale, on parle gestion immobilière durable avec une spécialiste, c'est Géraldine Plançon de Laval. Bonjour Géraldine. Bonjour Fabrice. Vous êtes directrice des partenariats de Novaxia Investissement. On se penche vers une de vos SCPI pionnières en ce qui concerne le zéro frais de souscription, la SCPI Néo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, tout à fait. Alors, au-delà que la SCPI Novaxia Néo, qui a été créée il y a 5 ans, en 2019, était la première SCPI sans frais du marché, elle a aussi d'autres atouts, bien entendu. Alors, bien sûr, sans frais d'entrée, mais avec des frais de gestion. Hein, bien sûr, oui, on se rattrape quelque part. Produits encaissés, bien entendu, il y a des frais, bien entendu. Donc, aujourd'hui, en fait, au-delà de ça, les points qui caractérisent également Novaxia Néo, c'est sa labellisation. Hein. Elle est déjà labellisée ISR et elle est article 9 au sens SFDR. Donc, on va travailler la durabilité parce qu'aujourd'hui, on a plus qu'une obligation de moyens avec l'article 9. C'est vraiment une obligation, si je peux dire, de résultat. D'accord. C'est important pour les épargnants, justement, d'avoir cet article 9 ou c'est quelque chose dont finalement, on va pas pouvoir se passer dans les années à venir? Alors aujourd'hui, effectivement, on voit que c'est de plus en plus prégnant et important. Hein. D'ailleurs, certains acteurs se sont spécialisés sur des véhicules de ce type et toute la profession y va. On est obligé parce qu'aujourd'hui,
il faut penser à notre planète. Et ce que l'on va faire aussi, c'est en lien s'aligner avec le changement climatique et les accords de Paris, tout à fait. Donc il est important, et nous c'est ce que l'on fait avec Novaxia Neo, c'est d'être actifs sur nos actifs et de venir faire l'amélioration du bâtiment au niveau énergétique. On va aller décarboner la source de chaleur, par exemple remplacer les pompes, les chaudières à gaz par des pompes à chaleur, mettre des panneaux photovoltaïques, donc apporter. Et aussi c'est intéressant parce que ça va venir faire des économies financières aussi aux locataires, et c'est vraiment du gagnant-gagnant. On peut gagner combien en termes d'économies quand on fait justement ce type d'investissement, pompe à chaleur, photovoltaïque, gestion aussi, comme on dit, la GTB, la gestion technique du bâtiment, avec des capteurs, hein, c'est assez précis. On peut faire des économies sur son bâtiment. Tout à fait. Ben oui, parce qu'un exemple, on va monitorer, on va venir travailler sur les économies d'énergie. Donc un exemple, par exemple, on a installé donc tous nos immeubles de capteurs AccuSpot. Donc, on va aller vérifier les consommations énergétiques chaque jour et monitorer. Et par exemple, souvent, on voit des anomalies. On voit que le dimanche, il y a de l'électricité, il y a de la consommation de chauffage, et on peut aller venir réduire pour améliorer la qualité du bâtiment et aussi la facture du locataire. Donc, il y a vraiment des petites choses toutes simples à faire, et puis après, des choses un peu plus conséquentes à mettre en place. Une question, Géraldine, justement, sur la typologie des bâtiments. Vous avez cherché ce qu'on a dans la catégorie Best in Progress. Qu'est-ce que c'est? On connaît tous Core, voilà, QCL, les meilleurs bâtiments, le quartier central d'affaires. Best in Progress, ça veut dire quoi? Alors, Best in Progress, c'est plutôt au niveau de la qualité du bâtiment, donc à opposer à Best in Class, hein, parce que le corps, c'est plutôt la centralité. Oui. Donc, Best in Progress, c'est qu'on va venir acheter des bâtiments qui ne sont pas de toute dernière génération, hein, pas le bâtiment qui vient de sortir de terre et qui va être aux plus hautes normes environnementales, par exemple. Et nous, on va venir acheter ces bâtiments et venir justement apporter de l'amélioration. Et parce que ces bâtiments-là, il faut qu'ils continuent et ils ont une vie à venir, et donc améliorer la qualité des bâtiments pour venir transformer durablement aussi la ville et vivre mieux tous ensemble avec ces bâtiments qui existent déjà. Hein. On ne va pas aller démolir tout ce qui a été créé il y a 10, 20, 30 ou 40 années. Oui, d'autant qu'on sait que la démolition, ça émet énormément d'effets de gaz à effet de serre, évidemment. On parlait de réversibilité, vous préférez le terme de recyclage. On peut aujourd'hui transformer des bureaux en logements, des logements demain en bureaux. C'est quelque chose que vous observez? Tout à fait. C'est en fait nous, c'est vraiment nos deux axes. Hein. Donc on va travailler sur la partie recyclage urbain. Donc sur certains véhicules, donc notamment notre SC Novaxia Air, où on va acheter du tertiaire obsolète, bien rincé, donc décoté, pour en faire du résidentiel notamment, donc résidentiel sous toutes ses formes, au plus haut niveau d'engagement et durabilité, hein, sur les plus hautes normes qui existent aujourd'hui. Et d'un autre côté, effectivement, avec notre SCPI Novaxia Neo, on va travailler sur la gestion immobilière durable et donc travailler sur l'amélioration de ces bâtiments. Et on a aussi sur cette SCPI, donc un petit plus, c'est que quand on va acheter un bâtiment, on va regarder si demain, dans le temps, on n'avait plus de locataires, est-ce que l'on peut faire un recyclage de ce bâtiment en autre chose? Donc, on étudie toujours ce potentiel parce que ça peut donner une autre vie. Par exemple, un bâtiment de bureau qui va être situé quand même dans une zone pavillonnaire pourrait devenir du logement, pourrait devenir, par exemple, une résidence senior. Pourquoi pas? Parce que on travaille beaucoup aussi sur les résidences étudiantes, les résidences seniors, le co-living, qui faut s'adapter aux nouveaux usages de demain aussi. Donc, tout ça permet de faire évoluer les bâtiments qui sont existants. Et voilà, plusieurs vies finalement dans un bâtiment. C'est comme ça aujourd'hui qu'il faut penser effectivement à avoir cette approche de l'immobilier durable. Merci Géraldine. Je rappelle que vous êtes Géraldine Panson de Laval, directrice des partenariats de Novaxia Investissement, et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice.